So no one told you life was gonna be this way. Clap, 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 clap. You shoved the joke you broke, your love's life DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Bonjour. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'avoue que ça commence à faire longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de sitcom. Salut, ici Thibaut, c'est mes lectures. Je trouve ma blague beaucoup trop drôle. J'ai vu passer sur internet pas mal de gens qui faisaient une phrase pour décrire un livre ou je vous fais mes critiques de livres en une phrase, etc. Et ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que, soyons réalistes, je vais avoir du mal à rester sur une phrase. En revanche, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de lectures qui se sont accumulées depuis le dernier épisode, qui remontent, je crois bien, à début mars. Donc ne perdons pas plus de temps, puisque je n'ai plus trop d'ordi qui fonctionne. J'ai maintenant une petite feuille pour suivre les lectures dont je vais vous parler. Un merveilleux post-it de Grèche Immobilier, si ça vous intéresse. Non. Et l'avantage d'avoir cette petite feuille, c'est que du coup, à l'inverse de la vidéo que j'avais tournée et qui a disparu sur mon ancien ordinateur, les lectures vont être dans l'ordre chronologique de lecture. Je vais commencer par vous parler de... Tiens, j'ai oublié de la sortir. Ne Monde Perdu de Marion Montaigne. Vraiment, je la trouve très belle. C'était excellent. C'est vraiment du Marion Montaigne pur, dur et très efficace. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé qu'elle rajoute des petits passages autour un peu de son témoignage de vie, de son rapport au dessin et de son rapport à ses angoisses, qui est un peu en fait le point de départ de cette réflexion sur les dinosaures, etc., qui est ces angoisses un peu existentielles qu'elle a de que va-t-il se passer quand l'humanité va disparaître. Et donc elle revient sur qu'est-ce qui s'est passé quand il y a une autre espèce qui a disparu, à savoir les dinosaures, et comment les gens qui ont retrouvé les dinosaures ont réussi à en faire des images un peu de à quoi ça ressemblait. En gros, c'est une histoire de la paléontologie, je crois que c'est ça qu'on dit, hein. Clairement, vous n'êtes pas sur une chaîne de professionnels. Non. En fait, je vais vous expliquer mon petit problème avec cette BD, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pas vraiment lu le résumé, et avec cette couverture, je sais pas pourquoi je m'étais dit « Ah, c'est hyper intéressant, ça va être toutes les théories un peu qui expliquent la disparition des dinosaures. » Bon bah pas du tout. Du coup, à chaque fois pendant ma lecture, je m'attendais un peu à ça, et du coup j'étais forcément un peu déçu par rapport à ces attentes-là, mais dans l'idée, c'est vraiment une super BD, et j'ai trouvé ça quand même très drôle, très efficace. J'adore ce que fait Marion Montaigne, donc vraiment, si vous aimez, c'est exactement aussi bien que le reste. On continue avec les 3 tomes d'Aldébaran. Et attendez, je vais faire ça de manière un peu plus pro. Entre-temps, depuis que j'ai filmé ma vidéo qui a disparu, je suis retourné à la bibliothèque, donc je n'ai plus toutes les BD dont je vais vous parler. En revanche, j'ai pris la suite d'Aldébaran. Vous le verrez, je vais vous faire un petit bibli-haul. Non, il faut que je dise Thibault, c'est ça ma marque de fabrique. Bref, j'ai pris donc la suite, et donc je vais vous la montrer pendant que je vous parle des 3 tomes d'Aldébaran que j'ai lus. C'était très intriguant, j'ai beaucoup aimé toute la description de la faune et la flore, et tout le mystère un peu qui dépasse justement les habitants de cette planète, pour comprendre un peu comment fonctionne... Comment ça s'appelle ? Le système un peu justement de faune et de flore, et j'ai des pertes de mots les gars, c'est un vrai problème. Comment ça s'appelle ? C'est... Je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ah, ça m'énerve. Bon. 2000 years later. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé ces descriptions-là. Dans les faits, j'ai trouvé les personnages un petit peu... En fait, surtout le personnage principal qu'on ne voit pas sur cette couverture, mais le blond. Celui-là, je le trouve insupportable. En plus, c'est le classique un peu, j'ai envie de dire, des BD franco-belges un peu de cette époque. C'est-à-dire que toutes les femmes, qu'importe leur âge, alors qu'il a genre 18 piges, veulent coucher avec lui. J'avoue, calmons-nous, c'est pas grave en fait, il peut exister sans être baisable. Mais bref. En revanche, il est accompagné de Kim
qui elle est un personnage assez haut en couleur et assez fun, donc j'avoue c'est vraiment une femme qui ça laisse pas du tout marcher dessus et qui justement elle a plutôt 13 ans quand la BD commence et vraiment elle est en mode non mais fuck le monde, je vais faire un peu ce que je veux. Elle est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus intéressante et Dieu merci on la suit aussi beaucoup et j'ai l'impression, puisque j'ai pris aussi la suite des cycles de Léo Beltégeuse, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Non. Et en fait apparemment j'ai l'impression qu'on suit tout le temps Kim, donc Dieu merci. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé donc cet aspect plutôt faune flore, les personnages sont quand même vraiment, ce sont pas nuls du tout, hein. Cela étant dit, j'avoue que je ne m'attendais pas à un tel mystère et je suis assez pris dedans, donc assez curieux de lire la suite, surtout que ça va dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout. C'est beaucoup plus une planète civilisée en fait que je m'attendais, elle est déjà colonisée en fait par l'humanité et donc forcément il y a déjà des villes, il y a des repères sur lesquels je m'attendais pas à tomber en fait tout simplement. Très prenant, très hâte d'avoir la suite, j'aime beaucoup ces petites couvertures de derrière qu'on va retrouver dans d'autres BD que je vais vous présenter aujourd'hui, où en fait on a juste 4 planches et on se dit qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. Voilà, par où je vais, par là. Ensuite, je vais vous parler des mythes de l'ossuaire, et en fait, pareil, la suite du passage donc de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, et je vous le repose parce que c'est mon petit socle à micro. En fait, j'ai lu donc dans les mythes de l'ossuaire des milliers de plumes noires, couverture, de Jeff Lemire et d'Andrea Sorrentino, puisque j'avais lu, pour ceux qui se rappellent, dans les premiers sitcoms, tous les Gideon Falls qui sont écrits par ces deux auteurs-autrices, et auteur-dessinatrice d'ailleurs je crois. J'avais beaucoup aimé en fait l'ambiance, j'avais beaucoup aimé le style graphique au niveau notamment de la pagination, si je peux dire ça comme ça, de comment sont placés les cadres, les dessins, les bulles, enfin c'était hyper intéressant d'un point de vue graphique et j'étais vraiment pris dans l'ambiance, donc j'étais assez curieux de lire autre chose qu'ils ont écrit ensemble. Et en fait, en rajoutant des milliers de plumes noires sur Goodreads, j'ai découvert qu'il y avait un autre tome qui apparemment se passe avant, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre ces deux tomes, à part que ça se passe dans le mythe de l'ossuaire. Et ça tombe bien puisqu'en lisant effectivement des milliers de plumes noires, j'étais hyper curieux d'en savoir un peu plus sur le monde. Dans des milliers de plumes noires, on suit une femme qui revient en fait dans son village natal, qu'elle a fui après la mort de sa meilleure amie, et elle recommence d'une certaine manière à enquêter un peu sur sa disparition, et on va suivre en flashback qu'est-ce qui s'est passé pour mener jusqu'à la fameuse disparition de sa meilleure amie, et ça va loin, dans des directions auxquelles je m'attendais pas, j'avoue, et c'est assez intriguant, l'ambiance est toujours assez bien maîtrisée, le scénario est fun, j'ai envie de dire, c'était pas une BD incroyable, mais j'étais assez pris dedans, donc si ça vous intéresse, c'est une BD d'horreur assez intéressante. Voilà, en fait, tout simplement. Putain, j'ai été rapide. Ensuite, elle va être encore plus rapide, mais évidemment, vous le savez, j'ai lu Vita Nostra. J'ai évidemment adoré, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai adoré. Ensuite, un empreinte de la bibliothèque, qui est aussi une BD de Marion Montaigne, c'était Riche, pourquoi pas toi. Et là, pour le coup, on sent un peu que c'est les débuts de Marion Montaigne dans ce format un peu grosse BD qui s'attelle à un sujet. Les recherches sont intéressantes et elle a toujours le don de bien vulgariser, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu moins fun. Peut-être qu'elle se lâchait un peu moins sur les blagues. Je sais pas, j'ai trouvé que qu'elle avait peut-être pas encore trouvé exactement sa voix, etc. C'était pas du tout une BD nulle, mais je préfère maintenant le travail qu'elle produit, notamment Nos Mondes Perdus en l'occurrence, mais j'avais adoré dans la combi de Thomas Pesquet et tous les Tu mourras moins bête. Ok, tiens, j'ai aussi oublié de le sortir, mais j'ai lu ensuite Shakti, le deuxième tome du Sentier des Astres, des Sentiers des Astres, c'est au pluriel, de Stéphane Plateau. C'était très très bien. L'univers de cette saga de fantasy est d'une profondeur et d'une richesse et nous échappe encore beaucoup dans ce tome 2, ce qui me rend avide d'en savoir plus. Vraiment, c'est une réussite. Dans ce tome 2, c'est très différent au niveau du rythme, puisque l'intensité est au maximum dans la première moitié, et j'ai envie de dire, peut-être pas au minimum, mais elle est très différente dans la seconde moitié, beaucoup plus lente, pas du tout beaucoup plus nulle, attention. Et en fait, il me semble que j'avais vu une interview, et j'essaierai de vous la retrouver. De Stéphane Plateau sur internet, où il expliquait qu'en fait il était en train d'écrire ce tome ou le troisième, et en fait il se rendait compte qu'il allait devoir le couper en deux et faire du coup 2 tomes au lieu d'un,
Donc le 2 et le 3 auraient dû être un seul tome, mais je crois que c'était trop gros. Et en fait, c'est un petit peu mon seul reproche à ce livre, c'est que je trouve qu'effectivement, la fin du tome 2, elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je trouve qu'avec cette idée-là de ça aurait dû être un seul tome avec le tome 3, bah on sent qu'il a fallu trouver une fin un peu... Bon ok, il faut qu'on finisse le tome 2 là, donc allez, on va vous rajouter un petit truc là comme ça pour vous donner envie de lire la suite, mais ça coupe un petit peu le rythme d'une certaine manière, c'est pas... voilà, c'est pas une fin, j'ai envie de dire, à la hauteur peut-être de celle du tome 1, où on avait vraiment l'impression d'avoir achevé d'une certaine manière quelque chose. Là, on sent qu'il reste encore beaucoup de choses à dire, qu'on n'a pas encore eu le temps de dire, autour de l'histoire qui est entamée dans ce tome 2. Donc... évidemment, c'est toujours génial, l'écriture est toujours sublime, c'est d'une justesse au niveau des termes qu'il utilise, je trouve ça incroyable, vraiment, c'est superbe, j'adore. Ensuite, et ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être pas très bon signe, j'oublie tout le temps que je l'ai lu, c'est Broadway de Fabrice Caro. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur de BD Fab Caro, qui écrit notamment Zai 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 Zai, qui écrit aussi des romans sous le nom de Fabrice Caro, qui... j'en déduis est son vrai nom. En fait, Broadway, c'est très bien réussi, je trouve. C'est-à-dire qu'on suit vraiment un style narratif fluide de pensée, qui marche vachement avec l'humour de Fab Caro. En fait, ça fait très stand-up, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup... En fait, il jongle comme ça, l'auteur, avec des blagues, et à chaque petit chapitre, il va rajouter une blague, et il va y avoir toujours un lien, il récupère comme ça, en jonglant, une vanne qu'il a posée il y a 10 chapitres, et c'est toujours hyper satisfaisant de voir comment il a intelligemment un peu tissé tout son récit autour de voilà, cet humour, ces blagues. Si vous aimez pas l'humour de Fabrice Caro, éloignez-vous de ça, parce que c'est quand même... En fait, c'est un peu chiant à lire, d'une certaine manière. Heureusement qu'il fait 200 pages, quoi, grosso modo. Je dis chiant, évidemment, c'est pas chiant, mais... Décide-toi! Fais ton choix! En fait, à un moment, ce style narratif est un peu lourd, je trouve, et donc c'est très bien qu'il soit court. C'est très bien que les chapitres soient très courts. Ce qui m'a manqué, c'est au niveau de la fin, juste une catharsis un peu plus, quoi. Qu'il y ait une forme de résolution, un peu de conflit. On suit en fait dans Broadway un quarantenaire, entre guillemets un peu plan-plan, qui va montrer, pour le coup ça c'est très drôle je trouve, toute l'absurdité un peu de notre quotidien. Je dis notre alors que je suis pas du tout quarantenaire, mais du quotidien un peu ordinaire de beaucoup de gens en France, et je trouve qu'il le parodie avec, je sais pas si c'est une parodie, mais il s'en moque, à la fois avec affection et en même temps avec beaucoup d'humour. C'est très réussi à ce niveau-là. En vrai c'est drôle, c'est fun, ça se lit très vite, mais heureusement que c'était pas trop long. Et voilà, un peu la fin, j'aurais voulu que, voilà, qu'il y ait une résolution un peu. Là ça finit un peu, peut-être pas en queue de poisson, ça finit sur une vanne. Voilà, la boucle est bouclée, c'est très drôle. Mais résultat, au niveau, pour les personnages, on n'a pas vraiment d'arc narratif où on va les voir avancer d'un point A à un point B, quoi. C'est un peu... voilà, c'est la vie. Donc ensuite, j'ai lu le collectif PD, coordonné par Florent Manelli. Je lis jamais ce genre d'essai, donc c'était très riche pour moi de découvrir autant de voix différentes et autant de regards différents sur l'homosexualité et sur ses expressions. Si j'avais une critique un peu à faire à ce collectif, c'est qu'à la base c'est un témoignage de tous ces auteurs sur justement leur manière de vivre leur homosexualité, sur leur manière d'avoir leur relation en fait, et comment ils ont grandi autour de cette idée-là. Et à côté de ça, c'est aussi des essais assez militants, et cet équilibre entre les deux, et parfois pas très bien trouvé je trouve, ou sur certains c'est trop militant j'ai envie de dire et pas assez témoignage, et sur d'autres peut-être trop témoignage et pas assez militant. Enfin voilà, au final j'ai été pas touché par tous, parce qu'il y en a qui s'adressent vraiment pas à moi, notamment parce qu'ils s'adressent à des personnes noires, à des personnes arabes, et ça ne me concerne évidemment pas. Après, c'est toujours hyper intéressant de lire tous ces témoignages-là, mais forcément ça me touche un petit peu moins, ça me parle pas, ça rejoint pas forcément mon expérience. Mais il y a des vrais bons essais, je sais plus, je crois que j'ai beaucoup aimé Fille A et Michael d'Adrien Nazelli, et Fille A c'était de Nantene Traoré. Honnêtement, ça m'a donné envie de poursuivre et d'aller un peu voir plus loin sur tous ces essais, donc j'imagine qu'il a réussi son travail. Ensuite, j'ai lu La jeune femme et la mère de Catherine Meurice. On me l'avait vendu comme étant un peu chiant, je comprends tout à fait pourquoi on pense ça, c'est vraiment très particulier comme
narration, c'est vraiment une sorte de conte philosophique qui n'a un peu ni queue ni tête, qui n'a pas trop d'ancrage dans le réel. Ça parle du dessin, ça parle des beaux paysages du Japon, et c'est ça qui est, je trouve, très beau. Limite, ça pourrait se feuilleter sans lire les bulles, et j'ai envie de dire, on aurait presque la même expérience. Je suis pas sûr d'avoir compris, je crois que sur Goodreads, il avait un peu décrit comme un haïku, où souvent les haïkus, je comprends pas trop, mais je trouve ça un peu joli esthétiquement. Et c'est un peu ça, j'ai trouvé ça joli, même si j'ai pas trop compris. On suit donc cette femme, qui est, je crois, Catherine Meurice, qui est au Japon pour dessiner les paysages, etc., qui rencontre un homme qui veut dessiner une femme, et ils vont se côtoyer, ils vont se retrouver à différents endroits du Japon, et parler un peu de dessin, parler art. Voilà, c'était intéressant, et à côté de ça, elle va traverser le Japon, elle va rencontrer des personnages un peu mythologique, c'est mignon, c'est plutôt joli au niveau des images, et c'est marrant, c'est ce fort contraste entre les personnages qui sont dessinés par Catherine Meurice et les paysages où les personnages ça fait les personnages ça fait très Sampé, vous savez, juste 3 petits traits pour les dessiner. C'est hyper méprisant du travail de Sampé, pardon. Mais à côté de ça, les paysages sont sublimes au niveau des couleurs, au niveau du trait, enfin c'est vraiment très beau, j'ai trouvé. Mais effectivement, c'est pas une histoire, quoi, il faut pas le lire comme tel. Donc on continue avec Solanine de Isio Asano. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les recommandations des personnages de How I Met Your Mother. J'ai trouvé ça super, on suit donc un groupe d'amis au Japon dans la vingtaine qui découvrent un peu ce que c'est que la vie professionnelle, le deuil de leur adolescence, de leur jeunesse, et tous les changements qui vont s'accompagner avec cette période un peu charnière, transitionnelle, et qui est parfois difficile à accueillir. Et c'est toute la question, voilà, de comment faire ce deuil, comment faire les deuils au pluriel. C'était très réussi, j'ai trouvé très touchant, et ça m'a vachement fait penser à Où es-tu monde admirable de Sally Rooney, que j'ai adoré. J'en ai déjà parlé. Ouais, vraiment, je vous le recommande. C'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai continué, en fait, plus tôt, et vous avez de la chance, puisque à l'époque du tournage de la dernière vidéo, je n'avais pas lu le tome 8, puisque je n'avais pas réalisé qu'il y avait un 8e tome. Donc j'étais complètement sur ma faim et j'avais pas vraiment ce regard complet sur la série. Mais donc cette fois-ci, je peux vous parler de l'entièreté de la série, qui est donc en 8 tomes. J'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment. C'est déjà une très bonne histoire. Il y a tout le mystère donc de quelqu'un qui est en train d'assassiner les 7 robots les plus forts du monde, dont fait partie Astro Boy, qui est l'univers duquel s'inspire Naoki Urasawa pour créer ce manga. Et c'est vraiment une très bonne histoire. Mais après, Naoki Urasawa, si vous avez lu Monster, vous savez qu'il sait très bien faire les mystères et qu'on est pris dedans, et qu'il a ce système un peu narratif de puzzle où chaque chapitre, on va suivre parfois pas les mêmes personnages, avec une chronologie très saccadée, quoi. C'est pas forcément toujours fluide. Parfois, on saute en avant et on sait pas pourquoi, on sait pas trop du coup qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et on n'a pas du coup toujours, puisqu'on suit beaucoup de personnages, ce qui s'est passé entre-temps pour tel ou tel personnage. Et du coup, on a plein de pièces de puzzle qu'il faut arriver dans sa tête à rassembler dans une image assez cohérente de l'histoire, et ça demande du travail, c'est pas toujours très confortable, je trouve. Encore là, il y a que 8 tomes, mais je me souviens que dans Monster, parfois j'étais complètement perdu. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe finalement, j'arrive. Il y a tellement de mystères qui se rajoutent sur d'autres mystères que c'est compliqué, mais c'est tellement prenant. Et c'est pas juste un mystère, c'est un exercice de réflexion hyper intéressant sur la haine, sur comment elle peut nous pousser à agir, comment elle peut être stérile aussi, sur les conséquences de la guerre. Je trouve qu'il y a une grosse réflexion sur, alors si mes souvenirs sont bons, sur la guerre en Irak, je crois, qui est donc lancée aux États-Unis après les attentats de 2001, sous prétexte qu'il y avait une menace, je crois, en Irak. Encore une fois, je ne suis pas du tout une chaîne experte sur ces questions-là, mais ça m'a vraiment évoqué tout ce contexte-là. Alors si c'est pas l'Irak, je crois qu'il y a une autre guerre dans les années 2000 dans lequel s'est investi les États-Unis et qui peut être critiquée. Et je trouve que Naoki Urasawa en fait une critique, puisqu'il y a un parallèle quand même assez clair dans le manga, vous verrez. Et toutes ces conséquences, voilà, de la guerre sur le peuple, sur le gouvernement et sur les combattants aussi. Et donc pour beaucoup c'était des robots, et pour beaucoup c'était les fameux 7 robots les plus forts du monde. Et c'est vraiment hyper intéressant aussi sur toute la question de l'altérité, le robot comme autre, qu'on a du mal à comprendre, qui a du mal à nous comprendre. Toute la question de qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est que le souvenir, qu'est-ce que c'est que le trauma, et comment ça peut marquer à vie. Enfin, je vous assure, il y a tellement de profondeur dans les personnages, il y a tellement de thèmes abordés. J'ai vraiment envie, à l'image de Demain les chiens, et peut-être que je ferai une vidéo cumulée, ou pour parler des deux, pour parler vraiment de cette science-fiction que je trouve
humaniste dans le sens qui s'intéresse, et peut-être que toute la science-fiction fait ça, je ne suis pas du tout un expert, par pitié, Marion, aide-moi. Toujours est-il que j'ai vu des parallèles entre Demain les chiens et Pluto, et que j'aimerais vous en parler dans une vidéo prochainement, dites-moi si ça vous intéresse. Donc exceptionnel, vraiment Pluto. Ensuite, et là on va faire une chute dans l'humeur. J'ai lu 3 typographes, en avait marre, et non seulement je n'ai pas trop compris le texte, mais je n'ai pas du tout compris l'intérêt. Pourquoi on a non seulement écrit ça, première étape, pourquoi pas, hein, mais on l'a réédité 2 fois, là c'est la 3e édition. Qui lit ça? Pardon, hein, vraiment, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc toi typographe en avait marre, c'est un exercice de typographie d'une certaine manière, c'est à l'avant tout un texte poétique de Guy Lévis-Manos. L'avantage d'avoir une énième édition, c'est qu'il y a une petite biographie de cet homme qui a l'air honnêtement intéressant, qui a été enfermé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin, qui a toute une histoire, qui est donc du coup typographe, poète et éditeur, puisqu'il a créé sa maison d'édition. Et limite, l'histoire de sa vie était plus intéressante que le texte. Je suis désolé, vraiment, je n'ai pas du tout connecté avec ce texte poétique. Bon, l'avantage, c'est que ça s'est lu en 10 minutes. Par pitié, j'ai envie de vous rappeler qu'on m'a offert ce livre parce que c'était similaire à La Maison des Feuilles. Oh mon dieu, ça ne me fera jamais pas rire. L'avantage, c'est que je peux tacler ce livre puisque Astrid, qui me l'a offert, ne regarde jamais mes vidéos. Non, vraiment, j'ai pas accroché. S'il y en a qui ont aimé, peut-être, expliquez-moi pourquoi, mais voilà. Il y a sûrement d'autres livres de poésie qui sont beaucoup mieux. Et qui me parleront sûrement beaucoup plus. Après, c'est le principe de la poésie, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'était au moins un peu rigolo au niveau, effectivement, de la typographie. C'était original. Voilà ce que je peux dire. Ok, on approche de la fin. Donc, j'ai lu aussi Speedball de Florian Piget, qui raconte l'histoire donc d'un ancien joueur de baseball, qui a un peu raté sa vie, qui a perdu sa femme et son fils, je crois bien, qui est devenu acteur porno, enfin qui vraiment a une vie d'un peu de loser. Il rencontre un jour un vieillard un peu grabataire qui lui propose un contrat. S'il tue 4 personnes pour ce vieux, en échange, il pourra retrouver sa femme et son fils. Et donc on va suivre cette espèce de road trip à l'américaine, avec des personnages un peu haut en couleur, et un dessin assez haut en couleur aussi. En fait, je trouve que ce concept-là, j'ai pas trop d'exemples à vous citer, donc c'est peut-être juste une impression, mais j'ai cette impression que c'est un récit que j'ai déjà vu passer un certain nombre de fois. Et du coup, pour faire la différence, il faut que je m'attaque spécifiquement à ces personnages-là, ceux-là qui vont faire ce pacte avec le diable un peu d'une certaine manière, et j'ai pas du tout trouvé qu'il y avait assez de pages pour qu'on s'attache à ces personnages, en tout cas suffisamment. En soi, l'histoire est bien, elle est prenante, le rythme est très rapide, et du coup la BD se lit très vite, même si elle paraît grosse. L'humour marche très bien, j'avoue, j'ai trouvé que ça quand même assez drôle. Il faut se faire un peu au dessin au début, mais une fois qu'on est dedans, ça m'a plu, tout simplement. Mais c'est vrai qu'une fois l'histoire terminée, j'ai refermé la BD, je me suis dit, ok, voilà, bon. Voilà, c'était une réussite sur certains aspects, sur les personnages peut-être pas assez d'importance qui leur a été donnée. En fait, comme le rythme va très vite, ça va très vite aussi sur tout ce qu'on peut comprendre et apprendre sur les personnages, et on n'a pas trop assez de temps, je trouve, pour s'investir à fond. Et du coup, ressentir les émotions aussi des personnages, celles qui vont traverser. Voilà. Ensuite, alors, ça, oh mon dieu, exceptionnel. Et tout est compliqué là. Ahama de Frédéric Peters, qui est donc une série que m'avait offert mon frère il y a au moins 5 ans, voire plus, je pense, que j'avais bien aimé à l'époque, mais que j'avais laissé un peu traîner. D'ailleurs, cette série traînait dans ma chambre chez mes parents. Et la dernière fois que je suis rentré chez eux, j'ai eu cette intuition que ça, dans mon souvenir, ça ressemblait pas mal à la trilogie du Rempart Sud, que j'ai adoré, de Jeff Vandermeer. Et pareil, j'aimerais vous faire une vidéo dédiée sur ça. Du coup, je me suis dit, tiens, si je relisais Ahama, et c'était une très bonne idée. Donc j'ai ramené chez moi. Et donc il y a 4 tomes que je vais vous sortir aussi. Tac, 2, 3... Et je vous montre pas la couverture du tome 4. C'est une série qui a gagné le prix de la série à Angoulême en 2013. Donc on suit l'histoire de Verloc, je crois que c'est son nom. Je dis ça, vraiment, j'ai fini le tome 4 hier soir. Donc peut-être que je pourrais m'en souvenir. On suit l'histoire de Verloc qui est... C'est ça aussi les BD dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont juste des petites planches
en résumé, en 4e de couverture. Pardon, je reviens sur le résumé. Donc, on suit son histoire, c'est une sorte de libraire dans un monde futuriste, où justement, du coup, le livre n'a plus grand intérêt. Il a un peu une vie de merde, et il est récupéré à même le sol par son frère, qui décide de l'emmener dans une mission qui se passe à l'autre bout de la galaxie, vraiment aux confins de la galaxie, où est coincée une équipe de chercheurs qui avait pour but de travailler sur l'évolution de la vie sur cette planète et de comment on pourrait la manipuler, la faire avancer un peu au rythme qu'on voudrait. Voilà ce que je vais vous dire parce que ça va très loin. C'est une série qui est extrêmement bien ficelée. On sent qu'il y a un point de départ au tome 1 et un point de fin au tome 4 et ça a été réfléchi comme tel. Les personnages sont extrêmement réussis. L'intrigue est vraiment très prenante et j'avais complètement oublié à quel point il se passe des trucs dark, quoi. c'est fort et c'est une vraie réussite au niveau visuel notamment. J'adore comment la planète et encore une fois, son écosystème, et oh mon Dieu, je crois que c'est ce que je cherchais au tout début sur Aldébaran, et comment son écosystème est dépeint dans la BD. Il y a quelque chose vraiment de complètement irréel et en même temps qui nous dépasse complètement sur cette planète. Et il y a tout le mystère de la recherche du groupe de chercheurs, mais il y a aussi le pourquoi le frère de Verloc est envoyé sur cette planète. Et enfin bref, je vous assure, c'est une superbe série qui réfléchit à beaucoup de choses, notamment au thème de la filiation, je trouve, de comment être parent, puisque Verloc a une fille qui d'ailleurs est, je trouve, et je l'avais pas du tout vu à l'époque, à ma première lecture, mais complètement, et d'ailleurs sans discrétion, j'allais dire, enfin c'est pas caché, représente aujourd'hui ce qu'on appellerait un trouble du spectre autistique, et évidemment qui à l'époque dans le futur n'est plus du tout une pathologie qu'on connaît, etc. Donc ils sont très perturbés au niveau de l'éducation, donc ça parle aussi un peu de ça, de comment en couple on accueille la différence chez l'enfant. Il y a toute la question de cette volonté un peu qu'on peut imposer en tant que parent sur l'enfant, je dis en tant que parent comme si j'avais 15 enfants, évidemment. Il y a tout le principe aussi, toujours pareil, de où s'arrête la science, quelles limites on s'impose, quelles limites aussi au progrès en fait de l'espèce humaine, où est-ce qu'on s'arrête, enfin vraiment c'était exceptionnel, très réussi. Je vous recommande vraiment Frédéric Peters. J'avais lu aussi Pilule Bleue, qui est un témoignage de lui, en fait, sa vie et sa rencontre avec une femme séropositive passionnante. Donc allez voir son travail, c'est super. Ahama, c'était génial, bravo, merci. Exceptionnel, incroyable, je ne sais même plus faire de phrases tellement c'était trop bien. Et pour finir, puisque je l'ai pas exactement fini, mais quand même... Ah, attendez... J'ai oublié de vous parler de Dune, des 2 romans graphiques Dune 1 et 2, qui dans les faits s'arrêtent à peu près à la moitié du 2e film, pour vous repérer un peu. Écoutez, après avoir vu le film, j'étais tellement en besoin de retourner dans cet univers que j'avais le tome 1 et le tome 2 dans ma bibliothèque. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années, et j'avais acheté le tome 2, mais j'avais eu la flemme de le lire, etc. Parce que, spoiler, mais c'est quand même pas les meilleurs BD du monde. Mais du coup, j'avais envie d'y replonger, donc j'ai relu les 2 tomes, et ça fait très plaisir de retrouver cette histoire, ces personnages, cet univers, qui s'est un petit peu construit en parallèle, et parfois en s'inspirant du film de Denis Villeneuve, donc on a parfois effectivement des parallèles. En fait, c'est une adaptation beaucoup plus terre à terre du livre, donc il y avait plein de détails qu'il n'y a pas dans le film, que j'avais oublié de ma lecture du livre, que j'étais très content de retrouver. Cela étant dit, le dessin est un peu froid, un peu rigide, et l'histoire est bien, mais est-ce que cette BD est bien ? Est-ce que cette BD, je vous la recommande ? Si vous avez la flemme de lire le roman, oui. Sinon, je pense que c'est pas révolutionnaire, ça apporte pas grand-chose. Juste été très content d'y replonger. Voilà. Et donc, pour vraiment finir cette fois-ci, on finit avec l'Assassin Royal, dont j'ai lu cette fois-ci, puisque la dernière fois, quand j'avais filmé, j'avais fini que le premier tome. Et là, depuis, j'ai fini le tome 2 hier. Quel talent a cette autrice Robin Hobb pour écrire ces personnages. C'est ça qui me fascine vraiment. Je trouve que tous les personnages qu'on rencontre dans ces, en tout cas 2 premiers tomes, sont des gens que je pourrais rencontrer dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bien façonnés, tellement bien construits, tellement bien écrits, tellement bien décrits, que j'y crois en fait. Je crois à ces personnages comme étant des vraies personnes, des vrais humains qui existent en dehors des pages, dans le sens où
C'est pas parce qu'on va pas suivre tel ou tel personnage pendant 2 chapitres que lui, il va pas continuer à exister, en fait, autour de cette histoire, et j'y crois, en fait, à ce monde, je crois qu'il existe, alors qu'en fait, dans les 2 premiers tomes, c'est quand même pas de la fantaisie hyper complexe. Enfin, je trouve, par exemple, le monde de Stéphane Plateau est beaucoup plus difficile à appréhender. Là, c'est pas bateau, mais c'est simple et efficace, en tout cas pour le moment. Je sens bien qu'il y a beaucoup plus qu'elle voudrait raconter, et je suppose, au vu du nombre de tomes, qu'elle s'est fait plaisir. Mais, ah ouais, qu'est-ce que c'était bien! Je comprends vraiment pourquoi ça ne plaît pas à certains, parce que le personnage de Fitz, qui est quand même le personnage central, est parfois un petit peu, j'ai envie de dire détestable. Moi, je l'ai jamais détesté, mais je comprends qu'on puisse le détester. Il est humain, quoi, il est chiant, il a ses défauts. C'est vraiment incroyable. Et on sent en fait qu'avec ce tome 2, autant le tome 1, il y avait une fin, voilà, si jamais ça ne marchait pas, elle avait fini son histoire, autant avec le tome 2, limite, j'ai envie de dire heureusement que j'ai le tome 3 tout de suite après, parce que le tome 2 c'est vraiment pas du tout le même rythme, pas du tout la même action, enfin il se passe limite encore moins de choses, alors que dans le tome 1 il se passe pas rien du tout, hein. Mais c'est pas un livre d'action, quoi, c'est pas un thriller, c'est en vrai limite du tranche de vie, et c'est pour ça que je ne connais pas vraiment la cozy fantasy, mais dans ma tête ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que c'est du quotidien. Alors, c'est un peu dark, donc c'est peut-être pas très cosy, mais qu'est-ce que c'est bien, je vous assure, je suis pris dans cette histoire, dans ces intrigues, et on y croit à ces intrigues, on croit aux enjeux qu'il y a derrière, et maintenant qu'elle prend d'autant plus son temps, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va approfondir. Et c'est justement parce qu'elle prend ce temps-là qu'on arrive à s'investir autant dans les personnages. Je vous assure, c'est de la très grande littérature, je trouve. C'est très bien réussi et j'ai hâte de lire la suite. Et voilà, merci d'avoir regardé jusque-là, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de livres à présenter. J'espère que ça vous a plu, honnêtement, cette vidéo. Moi, j'étais trop content de revenir, de vous parler de mes lectures, de rager, d'être à fond avec vous. Donc, merci d'avoir regardé. Merci d'être encore là, malgré mes aléas un peu imprévus, mais qui font que effectivement mon rythme de sortie de vidéo a été complètement perturbé ces 2 derniers mois. J'arrive, je reviens, on verra à quel point le montage va bien se faire sur ce système que j'ai trouvé pour remplacer mon ordi mort, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures, on se dit à très vite, normalement la semaine prochaine, et puis bye!